restreint depuis maintenant. Alors Isabelle, vous appelez Isabelle Pi, c'est ça? Présentez-vous, qui vous êtes? Bon alors, je m'appelle Isabelle Pi. Parlez comme il faut dans le Oui, micro. je m'appelle Isabelle Pi. Origine Maria Isabelle Pi Garcia, mais comme ici on est en Suisse, et il faut juste un nom de famille. Bon, Pi, c'est mon paternel, alors Isabelle, mon prénom, Pi, mon nom. D'accord. Isabelle Pi, ça vient d'où? Pi, c'est catalan. Catalan, ouais. On peut trouver Pi avec PY du côté de Pyrénées français, patois pyrénéen français. Et puis, latine, c'est le Pyrénées catalan, disons, depuis l'Empordà jusqu'à Barcelone. Et là, en catalan, ça s'écrit PI, c'est ça? Exactement. Et ça veut dire pino, ça veut dire pin, un sapin. À Barcelone, on trouve le Carré del Pi, qui est très connu, la Plaza del Pi, qui est très connue, etc. Vous avez habité pendant longtemps en Espagne? J'ai fait mes études de postgrad à Barcelone. Et j'étais seule, et célibataire, récente nouvelle venue du Chili. Quand j'avais fini mes études au Chili, je suis tout de suite partie. Je voulais d'abord étudier à Madrid. Ça ne m'a pas convenu. Je préférais Barcelone pour ce que je voulais faire et pour la ville et parce que je suis tombée bien à Barcelone et voilà. Et je retourne régulièrement à Barcelone. Barcelone, ça représente quoi pour vous? Une nouvelle naissance. C'est une renaissance. Si je devais choisir en ce moment une patrie, pas patrie, mais un lieu d'origine, un lieu, mes racines en Europe sont à Barcelone. Vous dites renaissance, pourquoi? Vous êtes morte? Non, mais étant donné ce que j'ai vécu au Chili, ce que j'ai terminé au Chili en année 78, et comme je pouvais pas retourner, et puis... Alors, qu'est-ce que vous avez vécu au Chili? Ouh là là, au Chili, mon enfance, elle était très agréable, jolie et agréable. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, après, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que mon père venait de Cuba et ma mère de Barcelone. Alors, ça faisait un joli mélange culturel qui a permis que nous soyons élevés, mon frère, ma soeur et moi, dans un contexte ni bourgeois, ni pauvre, ni rien de ça. C'était ouvert à tout, hyper culturel. Mon papa nous a transmis une grande culture, un savoir-faire, et ça nous a accompagnés, je dois dire, et souligner la chance de que ma puberté, j'avais Eduardo Frei père, qui a promu les écoles dans le sens social, en préparant la venue après d'Allende, en éliminant toute différence scolaire entre les riches et les pauvres, par exemple avec l'uniforme unique pour toutes les écoles. C'est génial parce que cet uniforme c'était donné pour tout le monde, le même pour tous les garçons de toutes les écoles et le même pour les filles de toutes les écoles. Je crois pas dire de bêtises, il y avait une exception à cet uniforme-là, c'était le deuil justement, non? Cet uniforme, c'était... Je vous parle avant Allende. Je vous parle de 6 ans après l'année 70. Quelle année? De 64 à 70. Cette année, on préparait la venue d'Allende. Et bien, dans le bien. Et dans cette école, j'ai vécu ma préadolescence jusqu'à mon adolescence. C'est-à-dire que, par exemple, les mamans pauvres n'avaient pas besoin de penser à se casser la tête. Qu'est-ce que je vais mettre à mon enfant pour aller à l'école ou payer un uniforme cher ou les différences de ça. Tout le monde était pareillement habillé. Il n'y avait pas de différence. La seule chose qui nous différenciait, c'était le pins là, du nom de l'école. C'est tout. C'est-à-dire que, à part ça, la journée unique. La journée unique, ça veut dire que tous les mamans, enfants, ont pu déjà commencer à réfléchir, à sortir, à travailler. Parce que pourquoi on allait à l'école, par la période de Frey d'abord, et de 8h à 14h30. C'est-à-dire on mangeait à l'école. C'était nouveau ça. Il ne fallait pas aller chercher les enfants, rentrer à l'école pour manger. On mangeait à l'école. Est-ce que ça a permis aux mamans de peut-être commencer à travailler? Exactement. C'est là où il y a toute une classe
des gens, tout un peuple de gens, des femmes qui sont réunies, qui sont pu aller ouvrir, travailler dans les usines, aller sortir, travailler dehors, ils sont créés les centres de mer, sont réunis pour apprendre aussi. Et il y a eu l'école pour tous. Je peux me flatter de que à ce moment-là, ça a été éliminé, l'analphabétisme, tout ça. C'était génial. Vous aviez quel âge à cette époque? Bon, en 64, j'avais 10 ans. Et puis, c'est une époque que vous avez beaucoup de souvenirs de cette époque-là? Très belle vie du point de vue uni. J'ai étudié dans une école, dans l'école où j'allais. C'était une école partagée. On ne payait pas l'école d'une taxe fixe. Il ne fallait pas arriver à un but, les parents, à souffler pour payer l'école de ses enfants. Non. L'école où mon papa m'a mis, par ses principes, c'est une école qu'on payait par rapport au salaire des parents. Alors, dans ma classe d'école, il y avait de tout. Des gens qui payaient plus, des gens qui payaient moins. Ça dépendait du salaire. C'est ça qui était aussi... Il n'y avait pas de différence. Nous, on était tous des membres, tous des ados, tous des enfants. Alors, on ne voyait pas tous habillés la même chose. On avait tous les mêmes sorties. Et génial. C'est-à-dire que l'année 70, le 4 septembre, il a été élu Allende comme président. C'était le jour de mon anniversaire. Donc, j'étais bien... On allait dans ce sens, on avançait avec tout. Et on avançait avec tout. Ce qui était génial, c'est que pour nous, on était prêts. On était préparés et on était joyeux de voir un pays différent, un pays qui... Nous étions des adolescents et nous étions contents de cette situation. Expliquez pour ceux qui ne savent pas, à cette époque, le pays était dans quelle situation? Bon, c'est vrai que le pays avait grandi culturellement. Je vous parle de ce qui m'intéresse à moi. Moi, économiquement, financièrement, toutes ces choses-là, je suis désolée, je suis une personne de lettres, j'ai vu et je trouve des richesses de la culture. Il y avait du théâtre qui venait, il y avait des films qui venaient de partout, il y avait de la musique qui venait, il y avait des artistes qui venaient, il y avait toute une jeunesse en mouvement. Disons, s'il y avait un tremblement de terre, on allait aider là tous. Disons, j'appartenais aux jeunesses, alors on allait aider là, et puis on se réunissait tous de la joie et la bonne humeur. On essayait de démolir ce mur pour pouvoir sauver la maison de telle personne dans ce cerro, c'est une colline, etc. C'est-à-dire comme ado, comme adolescent, cette équipe-là, c'est vrai que l'époque, toutes ces années qui sont entre 64, qui commençaient à se préparer depuis Frey, qui venait d'un gouvernement lourd d'Alessandre vieux, il avait fait quelque chose de lourd. Alors, la démocratie chrétienne d'Eduardo Frei, père, et je souligne le père, jusqu'à 73, cette parenthèse a créé quelque chose de bien, un Chili bien fondé avec des racines culturelles humaines, surtout dans l'humaine, le partage. Et ça m'est resté. Alors ça veut dire que je suis ayéniste. À vous entendre parler, même les tremblements de terre étaient des choses bienvenues, parce que ça rassemblait les gens, non? Non, c'est-à-dire, mais il y avait le vouloir partager. Il y avait le partage. Il y avait, disons, mon école à moi a été démolie, ok? Mais nous, les étudiants, avec les étudiants deux autres, on allait réparer cette école. On envoyait les plus petits dans cette école-là, tous ensemble, des différentes écoles, pour réparer celle-là, tac, tac, tac. On ramassait des vêtements, des kilos de sucre, on partageait. Donc, que c'était quelque chose de fait. Par exemple, en 71, à l'époque d'Allende, je crois que c'était vraiment mars 71, je ne sais pas, il y a eu un grand tremblement de terre. Un grand, énorme. Ce qui s'est passé, c'était le soir, c'était 11h20, j'étudiais, j'étais en train de lire un livre pour préparer un examen que j'avais demain matin. 11h20 du soir, j'avais ma lampe là, la lampe qui tombe, on descend, et puis voilà, qu'il y avait des destructions, il y avait de tout ça. Ça se stoppe, et on y va,
aider. On se réunit, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas l'Internet, mais des téléphones, où on envoyait quelqu'un, un petit frère ou un voisin, et puis tout le monde se réunissait et on allait par groupe. Là où on savait, il y avait, parce que Valparaiso, Viña del Mar, c'est plein de collines, de cerros, et là on allait, on se bougeait entre nous, et tout. C'était une chaîne humaine qui... Est-ce que c'était une crainte, le tremblement de terre à cette époque-là? Je crois qu'il y est toujours. C'est-à-dire que le tremblement de terre, là-bas, c'est une très... c'est-à-dire que, vous savez, c'est encore une chose grâce à Frei et Allende qui a changé maintenant. La faille est dans le Pacifique jusqu'à un point de l'intérieur de la 5e et 6e région. Et c'est un triangle là de la faille qui vient dans cette région-là du Chili. Le Chili, il est divisé par région, entre la 4e, 5e et 6e région. Et il y a là, cette faille-là, jusqu'au Pacifique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont reconstruits après les gouvernements anciens. À chaque fois qu'ils tombaient, les maisons sont reconstruites avec le système asiatique. Un système incassable ou presque incassable par les tremblements de terre. La plupart d'architectes ils se sont mis là-bas à reconstruire, à chaque fois qu'ils devaient reconstruire dans le terrain, ça. Alors là, il y a eu de moins en moins, même les mediaguas. Les mediaguas, vous savez, c'est une demi-eau, c'est un demi-toit pour les pauvres qui ont été des peuples. Une demi-agua, c'est une maison comme ça. C'est une maison coupée en deux, c'est ça? Ouais. Et puis c'est juste un salon et une chambre à coucher, une cuisine et une salle de bain. Ok, c'est tout ça. C'est des peuples, des villages construits par Allende. Mais ceux-là, ces constructions-là, et même si elles étaient préfabriquées, elles ont été construites pour résister au tremblement de terre. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passait? Ce qui se pouvait ouvrir, c'était les routes, la rue. Et toutes des choses comme ça, les trous, où je vous dis, le tremblement de terre de l'année 60 au sud du Chili qui a été énorme. Les gens ne croyaient pas, mais la terre s'ouvrait, les vaches tombaient dedans. Et c'est vrai. Mais toutes ces choses-là ont été révolues. Maintenant, on peut arriver tranquillement à supporter, dans la plupart des régions, jusqu'à 5,5 ou 6 de l'échelle de Richter sans qu'il y ait de vraies catastrophes. Et là, je suis fière. Et c'est fière d'autant plus que c'est de cette époque où vraiment c'est investi dans le social, dans le pays, lui. D'accord, donc on va revenir à votre vie à vous. Isabelle, donc vous avez dit dans votre adolescence, donc entre 11 et 15-16 ans, j'imagine, vous étiez au Chili. Une période que vous dites positive, et après, il y a dû avoir quelque chose de négatif puisque vous n'êtes plus au Chili. Racontez-nous. Bon, pendant la période d'Allende, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que, d'un côté, et d'un autre côté, la tristesse, j'étais atypique, et je le suis encore. Alors, j'étais atypique là-bas parce que... Ça veut dire quoi être atypique au Chili? Au Chili, être atypique dans mon milieu, parce que je venais déjà d'une famille, du côté de ma mère, très bourgeoise. Alors, je devais la fermer. Je ne pouvais pas dire ce que j'en pensais à la maison. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un avocat très cher, qui avait 14 ans de plus que moi et qui faisait de la politique. Vous aviez quel âge? Et j'avais 17 et il en avait, disons, 32, une chose comme ça. D'accord. Il était comme conseiller communal ici, une chose comme ça. Alors, c'était l'époque d'Allende et j'ai énormément appris. J'allais avec lui partout, il m'invitait partout. C'était l'époque d'Allende et voilà que j'ai eu le contact dans toutes les fêtes nationales, les réunions politiques de la ville et tout ça, avec tout le mouvement, tous les gens d'Allende et tout ça, et ces femmes. Je l'accompagnais comme sa accompagnatrice dans les inaugurations, dans les fêtes, dans les réunions, dans les assemblées, dans les manifestations et tout ça. Ça m'a apporté une culture énorme. Ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à ça... Je sens que vous en avez... parallèlement à ça... C'est des cigarillos? Oui. Ah, je vous en prends alors. Je fume des cigarillos. Parallèlement à ça, il y a eu mon chagrin personnel. Ça met dans l'ambiance. Ça vous donne du bien, hein, c'est bon, ça a un bon goût. Et celui-là, c'est depuis au tabac, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de papier.
Je me suis toujours demandé s'il y avait de la nicotine dans ces trucs ou pas. Parce que moi j'ai arrêté de fumer, mais des fois je fume de temps à autre. J'en fume de temps à autre, des comme ça. Vous savez s'il y a de la nicotine ou pas là-dedans? Ça, je sais pas, mais je me sens mieux depuis que je fume ça. Je tousse moins, je me sens beaucoup mieux. Et puis, je fume plus. Excusez-moi, je vous ai coupé, Ouais. continuez. Bon. Alors, on était où? On était avec. Il y avait cette vie politique pour la fin de mes études scolaires. Il faut dire que les études scolaires là-bas, ils vont jusqu'à 18 ans. Hein? Tu finis l'école à 18 ans. Et pour mes 17 et 18 ans, j'ai eu ça. C'est un cadeau du ciel de savoir que comme j'accompagnais le régisseur de la ville, et j'avais le droit au théâtre, Donc ça, c'était le... Je m'excuse, j'ai pas suivi le... L'avocat. L'avocat qui avait 14 ans de plus que vous. Oui. Vous l'avez rencontré quand vous étiez encore à l'école, c'est ça? Oui. C'est lui qui m'a donné... d'elle? Non, c'était pas de l'amour, parce qu'il m'a proposé au mariage, je lui dis non. Je sautais de la voiture en courant, j'ai dit je vais m'amuser encore, j'ai plein de choses à faire, je peux me marier avec toi. Et puis pourtant, ça aurait été bien, il était encore bien, mais je sentais quelque chose de mal qui se passait autour, comme quoi ça se préparait un peu avec... Il y avait eu l'assassinat de Prats, après 2 ans de sortir avec lui, quand il s'est déclaré pour m'épouser, que j'avais fini l'école, j'ai pas voulu l'épouser parce que je sentais qu'un jour je devais prendre la route. Alors, ce qui s'est passé, ce qui a été douloureux et arrachant dans mon point de vue affectif, et c'est désolant pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'est la fuite des cerveaux. Allende, il a été, comme je viens de dire, élu le 4 septembre. Il n'avait pas encore pris... Quand vous expliquez, mettez des dates tout le temps, qu'on comprenne bien quelle époque c'est. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende, il a été élu président. Hein? Il faut dire que je viens d'une génération où les parents avaient fui la guerre d'Espagne en Amérique latine. Et j'étais grandi avec ces Espagnols-là, ou avec des Français, ou avec des Chiliens aussi, ou avec... Mais vous vous sentiez chilienne à cette époque-là ou oui, espagnole? Oui, je me sentais chilienne. Au Chili, on est chilien, et ça devrait être partout comme ça. Diego Portales, la constitution de Diego Portales qui vient de 1930, disait, premier article, est chilien, tout être humain né sur territoire chilien. Ça soit dans un bateau, ça soit dans un avion, ça soit dans une îlot chilien, au Chili, est chilien n'importe qui est né sur territoire chilien. Ça, que ça soit clair, et je me maintiens. Alors, ce qui se passe, c'est que je me sentais chilien parce que j'étais nourrie par la nourriture achetée, mangée, produite au Chili. J'avais fait mes écoles au Chili, et je le dis ici pour ici. Je crois que ça devrait être aussi en ce moment, il devrait réfléchir un peu à ça. Parce que plein de Suisses, des Allemands, des Espagnols, des Français qui sont après la Deuxième Guerre mondiale, ou après la dernière guerre de l'ancien siècle, là, ils sont partis avec des bateaux remplis dans notre planète, dans notre sous-continent, et ils sont chiliens, tous ces enfants qui sont nés là-bas. Et ils ont pris tous les autres positions là-bas. C'est-à-dire, le problème, c'est que ces gens-là, c'était chiliens, avaient le pouvoir là-bas. Et j'avais mon petit ami. Normal, non? Ça fait 2 ans que je sortais avec lui. J'avais 16 ans, depuis 14 ans que je sortais avec lui. Mais le petit ami, c'est pas le... Non, c'était avant ça. Je parle de l'année 70. Ça fait, je l'avais connu, j'avais commencé avec lui en 68, et c'était l'année 70. Il vient un jour, il m'offre un coca à la plage, et il me dit, Isabelle, dans 2 semaines, mon papa a décidé qu'on parte tous, ils sont 7 enfants, hein. Ils étaient tous à l'école. Eux, c'était 7 enfants. On part en Espagne parce que papa, il a peur du communisme. Voilà. Je dû avaler mon chagrin, lui aussi. Je l'ai accompagné alors, 28 octobre, à la gare de Viña del Mar, parce qu'il fallait prendre le train de Viña del Mar jusqu'à Buenos Aires, et là-bas prendre le bateau avec toute sa famille, et ses clics et ses claques pour partir en Espagne. Ils ne sont pas pensés. Comme moi, il y a eu plein de gens qui nous sommes restés sur le quai des gares, là-bas. Des familles entières qui partaient. Pour finir, je n'ai pas voulu contagier, aller ramener cette tristesse chez moi.
J'ai pleuré dans les toilettes de l'école. J'étais à l'école, je me suis enfermée aux toilettes, je pleurais dans les toilettes de l'école. Et puis, c'est à partir de là qu'ils ont commencé plein de... Je crois que c'est à partir de là que ma vie affective a commencé à être à côté de la plaque. Franchement, je me suis sentie plantée. Et ce n'était pas un manque d'amour de nous comme couple, sinon que simplement c'était la situation politique. À partir de là, il y a eu les ingénieurs, il y a eu les médecins, il y a eu plein, tous les gens, les professionnels, ils ont commencé à émigrer vers le nord. Venir là parce qu'ils disaient qu'il y a eu la fuite des cerveaux, ils avaient peur, cette classe-là. Alors j'ai fait mon choix, moi, d'une attitude solidaire avec Salvador Allende et le chemin, la ligne qui a mené le Chili en bien. Donc vous êtes rentré dans les rangs, quelque part. Je suis rentrée, plutôt, pas dans le rang, je suis rentrée dans une... J'ai mis ma vie affective en veilleuse pour m'investir dans pour la patrie. Hein. Ouais, pour l'ayondisme. Je suis, et je le suis encore. Je crois qu'on peut être... je sais pas, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est une question que tu l'amènes partout. Tu vas n'importe où, ça va avec toi. C'est une attitude, c'est une façon de vivre, une position face à la vie. Et j'ai décidé ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'une année après, ce conseiller communal a flashé sur moi. A flashé sur moi dans un cadre d'un exposé, parce que j'étudiais les lettres à l'école. Au lieu de scientifique, j'avais choisi les lettres. Et j'ai eu cette richesse de pouvoir aller... on m'a filmé, malgré moi. Moi, je ne me suis pas rendu compte avec Joan Manuel Serrat. J'avais 17 ans et il y avait pour la promotion de Joan Manuel Serrat dans la télévision chilienne, c'était moi avec qui il se promenait dans les plages. Je ne le savais pas, je le connaissais à travers que ma famille a des amis catalans par la Catalogne. Mais ça a servi à l'entrée de Joan Manuel Serrat au Chili. Et on est devenus de très copains. Après, des années plus tard, la vie, le hasard a fait que je l'ai rencontré à Barcelone. C'est-à-dire que c'était comme ça. Ça m'a fait un point. Ça m'a fait un point aussi voir la différence. À la maison, je ne pouvais pas parler de tout ça. Je ne pouvais pas parler politique. Alors, ça veut dire j'étais clandestine ou bien chez moi, dans mes idées, dans mes esprits clandestins, chez moi. Il faut dire que je ne pouvais pas, face à ma mère et ma sœur, exprimer mon bien-être face à l'ayondisme, l'unité populaire. Alors, avec ce conseiller communal, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris. Ce conseiller communal, lui, était justement dans le parti d'extrême gauche. Il était de l'unité populaire et il m'a mis en valeur parce qu'on se moquait de lui. C'était tous de 30-40 ans et moi j'en avais 17, et après 18. Mais ce qu'il a mis en valeur, mon esprit. Quand il disait, par exemple, comment on lui appelait, je me souviens, profaneur de berceau, parce que je venais des fois en uniforme, dans la voiture, je me changeais vite pour aller à l'inauguration de telle chose ou de telle chose, et je me changeais de la voiture, je laissais l'uniforme, je mettais la robe qu'il m'avait achetée, et puis voilà. Mais à cette époque-là, ce mouvement populiste, vous aviez l'impression qu'il rendait heureux la plus grande majorité de la population, ou c'était pas le cas? Je pense que oui. Simplement, le pouvoir de la droite a fait... avec son argent et il savait Mais écoutez, je vais vous l'expliquer autrement, votre question, je vais vous la répondre comme ça. Je suis une personne, comme moi, il y en a tous ce mouvement, tous ces gens-là, les intellectuels, les professeurs, et les étudiants, et les pauvres, le peuple, tout ça. Nous avons été abusés par la vulgarité. Et s'il y a quelque chose, si vous me demandez à moi, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout, je dis la vulgarité des riches. Alors que ça se voit, ça se représente, ils s'achètent tout, ils parlent, ils ont le droit de faire vulgairement et de nous vulgariser. Au Chili, ils ont développé la vulgarité jusqu'au jour où on est en train d'encore la souffrir. Parce que justement dans cette situation, ce qui s'est passé, c'est que ces gens, dans cette vulgarité, vient le mépris.
Et ce mépris, il a été racheté par les Américains pour venir pouvoir nous boycotter notre pays, faire le boycott. Parce que je ne peux pas, c'est inimaginable. Inimaginable, vous savez, inimaginable qu'il n'y avait pas de dentifrice, il n'y avait pas de produits de lessive. Il fallait faire la queue depuis 5 heures du matin, depuis 4 heures du matin pour le pain. Et comme ça, pendant des mois, des semaines, à Allende, par exemple, je ne me souviens pas quel jour, mais le dimanche, a dit, il nous reste du pain, de la farine pour faire du pain pour 2 jours. Elle vient le coup d'État, à 7 heures du matin, à 11 heures du matin, vous allez à la boulangerie, il y avait le pain qui descendait comme ça. C'était quoi ça? Comment ça c'est possible? C'était l'accaparation. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, accaparer. Alors ça veut dire que la farine, il y en avait. Mais c'était les 4, 5 ou la vingtaine de richetos qui avaient accaparé ça. Et je les ai vus de mes propres yeux. Ils faisaient dans les caves des meubles à clés. Hein, les richetos, comme vous dites, sont la bourgeoisie. Dont votre famille faisait partie. Dont ma famille faisait partie. Et ça, c'est quelque chose qui, vous, en tant qu'adolescente, vous révoltait complètement. Ça me révoltait, ça me faisait Parce que quelque part, vous aviez du pain et le... Je n'avais pas, monsieur. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, je partageais. Je volais à ma mère pour aller donner à mes amis. Il y avait, par exemple, si j'avais plein d'amis à Los Cerros. Hein? Alors, la nuit, j'allais trouver le trousseau de clés de ma mère et je mettais de côté des sacs de sucre, des sacs de Nescafé, parce que là-bas, à l'époque, c'était pas du café, c'était du Nescafé en boîte ou des choses comme ça. Ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs. Exactement. Et puis, je mettais tout de côté, derrière, et le matin, je les ramenais ou à la faculté, ou bien vers mes amis qui n'avaient rien. Alors voilà, ma mère, elle en arrivait. Vous savez, c'est le pain, non. Le pain, c'était quelque chose qu'il fallait le faire à la maison. Quelqu'un qui arrivait à se procurer de la farine. Mais dans les boulangeries, on n'avait pas. Il restait les cigarettes. On avait le droit à 2 cartouches par mois, disons. Et moi, je me suis tout de suite mise à fumer des cigarettes faites par Allende, que c'était les Monza et les Beverly. C'est-à-dire que c'était assez comme ça. Bon, il y a eu, vraiment, il y avait l'histoire de fuite de cerveau qui m'a affectée parce que ça m'a mise en garde de dire, écoute, laisse tomber, concentre-toi sur tes études. Après, je me suis mise à étudier, concentre-toi sur tes études. Mais cette fuite des cerveaux, pour bien comprendre la chose, cette fuite des cerveaux, donc de la partie intellectuelle de la population, est venue au moment du capitalisme, au début du capitalisme, ou c'était pendant le communisme? Non, il y a ce fuite des cerveaux, c'était durant l'époque de l'unité populaire. Je parle de la fuite des capitales. La fuite des cerveaux, là-bas, on l'appelle, ce n'était pas les intellectuels qui partaient. C'était au contraire les ingénieurs, les médecins, les architectes, les gens qui avaient le pouvoir de faire produire le pays, les gens qui avaient le pouvoir de construire le pays avec Allende. Mais ça, c'est le communisme qui les a fait fuir. On est d'accord. Ils sont partis parce qu'ils ont eu peur du communisme. Ils sont partis en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils avaient peur du communisme. Et que je comprenne bien, votre position est de dire, en fait, le problème là-dedans, c'est qu'ils ont eu trop peur d'Allende, c'est ça? Ils ont eu trop peur d'Allende alors qu'ils auraient dû rester. Exactement. Parce qu'Allende était, d'après vous, une bonne solution. Oui. D'accord. Allende, c'était le Chili, il était prêt. Il allait dans ce sens. C'est normal. S'il y avait, vous savez, je les ai vus. Des haciendas au sud, qui c'était des kilomètres d'hectares, et puis c'était là pour 1 ou 2 familles. Tandis que les pauvres, ils savaient rien, ils étaient dans Alors Allende, il a fait, avec Frey, avant, ils ont fait la réforme agraire, et dans cette réforme agraire, ça avait le départagement des parcelles, comme on appelait, les parcelles pour que chacun puisse cultiver ses pommes de terre, ses haricots, et avoir ses cochons et ses poules, et puis avoir déjà la nourriture. Alors toutes ces choses-là, la bourgeoisie capitaliste a fui avec ses capitaux en Europe et aux États-Unis, et nous ont laissés démunis. Alors à partir de là, il est venu le boycott américain qui a fermé le pays
Et voilà, ils ont laissé l'unité populaire sans rien. Mais quand vous dites Allende nous a donné nos parcelles avec nos poules, nos cochons, etc., Allende profitait de ces parcelles-là aussi. Il avait son droit, il avait sa part là-dessus. C'est la base même du communisme, non? Écoutez, sachant que c'était 3 ans seulement. Il n'a pas eu le temps de faire ses 6 ans. Ce qui se passe là, c'est que c'était dans le début, je ne sais pas franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait récupérer le gouvernement. C'est normal qu'il fallait construire le pays dans une base de réformes, dans une base de statisation, dans une base de tout ça. Le problème, je crois qui est de la fuite, pas de la profitation qui puisse avoir retiré Allende et l'unité populaire, sinon que dans le capital et la quantité de gens qui auraient pu soutenir le gouvernement pour que ça donne de bons résultats, ils sont partis, c'était plus là. Je crois que c'est là le problème. D'accord, donc on reprend le fil de votre histoire. Votre petite amie, à cause de l'arrivée du communisme, en fait, a fui avec sa famille, a été obligé de fuir avec sa famille. Énormément. Comme énormément de monde, etc. Vous vous êtes retrouvé sans votre petite amie, vous avez continué à l'école à cette période-là, vu que vous n'aviez pas encore 18 ans. Et c'est là que vous rencontrez votre conseiller communal. Un conseiller communal qui, lui, faisait partie de quelle mouvance politique? L'unité populaire. L'unité populaire. C'était une obligation, on ne pouvait pas faire de la politique en étant capitaliste à ce moment-là, vu que c'était un pouvoir communiste. Ou bien il y a quand même une disparité. Il y avait tous les partis, tous les partis, ça ne s'est pas fermé, c'était pas communiste, hein, excusez-moi, c'était pas communiste, c'était très à gauche. Alors. C'était vous imaginez-vous un peuple uni. Mais il y avait aussi le Parti national c'était de droite, il y avait aussi la démocratie chrétienne, que la démocratie chrétienne là-bas représentait le centre, et il y avait cette gauche qui voulait mettre le peuple en valeur. D'accord. Donc maintenant, on va se recentrer sur vous. Vous avez rencontré cet élu communal qui vous a emmené, on le disait, dans les expositions, etc., qui vous avez fait découvrir beaucoup de cultures. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a... Sans que je me rende compte, il m'a instruit. Il m'a passé énormément de livres. J'étais une dévoreuse de ces livres parce que tout était intéressant. Et dans les faits... Excusez-moi, mais on trouvait, au niveau de la littérature, on trouvait de la littérature de partout à cette époque-là, ou c'était une littérature C'était sa locale? bibliothèque à lui. D'accord. Alors c'était sa bibliothèque à lui. Mais il y avait des auteurs de partout, c'était des auteurs uniquement chiliens? Non, de partout. De tout. Il m'a donné une culture... globale. Universelle, parce qu'il m'a appris, par exemple, je n'aimais pas beaucoup étudier les guerres, hein. Alors, il me donnait des romans historiques, par exemple. Là, la guerre passait. Et puis, j'arrivais mieux à comprendre, disons, de Marne al Verdun. Ça me fait penser à une phrase de Renaud qui dit que l'amour des livres fait qu'on peut voyager de sa chambre autour de l'humanité. C'est un petit peu ça. C'est exactement. Ouais. Et j'arrivais à l'abstraction. J'arrivais à une abstraction totale de tout ce qui m'entourait à la maison avec mes bouquins dans ma chambre. Et ça passait bien. Il m'a appris la musique classique. Disons, depuis Stravinsky, Tchaïkovski, tout ça. Et puis il m'a dit quelle radio je pouvais écouter toute la nuit, si je voulais, tout doucement pour ne pas réveiller mes autres chambres de la maison. En lisant, et ça passait. Après, c'est vrai, jusqu'à maintenant, je ne peux pas vivre sans musique. Je peux vivre sans les êtres humains, mais pas sans musique. La radio, elle était comment à cette époque, là-bas au Chili? Il y avait quoi? Il y avait le choix, ou c'était que gouvernemental? Il fallait voyager. Ça, les gens qui partaient en Argentine et en Uruguay, des choses comme ça, ils nous ramenaient. On a eu radio. Il y avait 2 radios principales pour s'amuser. La radio Fondation, qui donnait la musique classique tout le temps, la nuit et tout, et la culture pour transmettre, comme ici on peut trouver par Espace 2 ou Europe 2 ou des choses comme ça. Europe 2, je crois. Non, Espace 2. Ouais, Espace 2. Je me trompe, excusez-moi. Et là, France Inter, de tout ça, qu'on trouve des reportages, des choses comme ça. Et parallèlement des classiques, on écoutait.
Et en même temps, il y avait l'autre radio qui s'appelait la radio Recreo, là d'où je viens, du coin où je viens, où on était une équipe d'amis qu'on recevait des disques, de 33 tours épais, tout ça qui venait de loin, des gens qui avaient voyagé ou qu'on nous envoyait, ou l'autre qui avait été en Argentine, qui nous ramenait, et on les amenait à la radio, et à partir de là, ça passait, il y avait... Mais là, on écoutait, c'était uniquement classique, ou alors Là, on entendait les Beatles déjà? Il y avait, oh là là, les Beatles, je les connais depuis qu'ils sont sortis, j'ai vu tous les films, j'ai vu Help, j'ai vu les autres, non, au Chili, il a toujours, rappelons qu'avant Allende, il y avait Frey. Et Frey, il préparait déjà depuis l'année 64, il préparait déjà le pays. Alors, j'ai connu les Doors, j'ai connu comment il s'appelait l'autre de Mike Jagger, là, les Rolling Stones, j'ai connu les Beatles, j'ai connu la Roberta Flack, j'ai reconnu tout ça, les Bee Gees, Donc aujourd'hui, écouter Lausanne FM, ça vous donne des sacrés souvenirs, j'imagine, non? Je ne l'éteins jamais, elle est toujours allumée. Je ne l'éteins jamais. Non. C'est un souvenir, Lausanne FM, Roberta Flack, les Rolling Stones, les Beatles, etc. J'imagine que ça doit être assez émouvant pour vous d'écouter tout ça, non? Oui, il y a eu un temps, avant que vous s'ouvrez ici, on a écouté Radio Nostalgie, n'est-ce pas? Alors là, il y avait une chanson qui m'a fait souvent pleurer. C'est la chanson, c'était quelque chose qui, justement, de ce chagrin d'amour que j'ai eu, ça m'a déchiré, ça m'a fait pleurer, c'est presque tombé en déprime. Mais je voulais l'écouter tellement elle est jolie, c'est Honey de Bobby Goldsboro. Et c'est cette chanson, c'est justement de cette époque de sortir avec ce petit ami, c'était notre chanson. Et puis là, vous aviez la possibilité d'amener des disques à cette radio, oui, justement. Ouais. Et après, une fois qu'il passait à cette... Parce que je vous dis comment ça se passait. Comment ça se passait, alors, nous, on enregistrait. La radio nous enregistrait. Il y avait ces cassettes, pas comme avant, les premières qu'on mettait dans les voitures, que c'était un machin comme ça, qu'on la mettait comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelait ici en Europe. C'est un format qu'on n'a pas ici. Oui, on l'a eu là-bas. Ouais. Et la radio Recreo nous enregistrait ça et on les mettait après pour les fêtes, où on se prêtait les disques. Les fêtes, comme on n'en avait pas vraiment des choses, après, ça ne s'appelait pas de fêtes canadiennes. Donc, on a mis celui-là les coca, celui-là le pisco, celui-là les chips, celui-là la bière. Alors, ça s'appelait des malons. Ici, ça s'appelait apéro musette. Et là-bas, c'était des malons. M-A-L-O-N, malons. Et là, on faisait toujours ça. Et on amenait ces disques. Et c'était tout. Et puis, c'était bien. On avait